Bonjour à tous, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Je suis avec Olivier Monteux, qui est le cofondateur de l'Académie du Digital. Et aujourd'hui, on va parler apprentissage, autodidactie, parce que justement, c'est un petit peu l'histoire de ton parcours. Je trouvais qu'il y avait vraiment des aspirations vraiment intéressantes à retirer de ton parcours par rapport à cette thématique-là. Avant d'aller, on va dire, dans la rétrospective de ce que tu as fait pour en être où tu en es aujourd'hui, où tu en es aujourd'hui, justement. Et après, on va Mm. repartir dans le passé. Alors déjà, je voulais te remercier de m'interviewer parce que, surtout sur le thème dont on va parler, parce que souvent, justement, je parle de ce que je fais aujourd'hui, mais c'est assez rare que je parle de comment j'en suis arrivé là. Donc, ça va être passionnant, je pense. Super, Donc, merci à toi. donc aujourd'hui, si tu veux, j'ai deux entreprises. Alors, d'un côté, j'ai une agence digitale, Social Media Pro, où on est spécialisé dans la génération de prospects sur Internet. Donc, principalement en trafic payant avec les publicités sur Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc. On maîtrise donc du coup forcément toute la partie tunnel de conversion parce qu'on fait pas des publicités juste pour envoyer des gens comme ça pour pour le plaisir. Le Ouais. but c'est que ça convertisse derrière. Et évidemment, on propose aussi des services de community management. Donc ça, c'est la partie vraiment agence digitale. À côté de ça, et c'est ce pourquoi on est là pour discuter aujourd'hui, j'ai une autre entreprise qui s'appelle aujourd'hui M&M Studio au moment où on fait cette vidéo, mais dont le nom va changer pour s'appeler Start and Learn, où cette entreprise qu'on a créée il y a 4 ans, en fait, on vend de la formation en ligne sur le marketing digital. Notre objectif avec cette boîte, c'est vraiment de proposer un maximum de formations pour que les entrepreneurs francophones puissent se former à utiliser les outils du digital et en particulier pour l'instant le marketing. Même si à terme, on aimerait aussi parler, par exemple, pour apprendre à coder un site web ou pour apprendre à utiliser Photoshop. Mais pour l'instant, on a lancé une plateforme qui s'appelle l'Académie du Digital où on parle principalement de marketing digital et donc le marketing digital c'est large, donc on parle évidemment de tout ce qui touche au marketing digital, l'email marketing, le content marketing, le growth hacking, enfin on touche tous les sujets pour qu'en fait tout à chacun puisse apprendre à utiliser le marketing digital, puisque objectivement, je le dis très souvent dans des vidéos ou quand il y a des jeunes entrepreneurs qui viennent me parler, quand on lance un produit, on peut avoir le meilleur produit du monde. Si on a un marketing de merde, désolé pour le Non, mais mot, c'est vrai, si c'est on, vrai. si on a un marketing de merde, on n'arrivera à rien parce que c'est juste pas possible. En fait, quand on lance une entreprise, en tant que chef d'entreprise, vous devriez être concentré à quasiment 80%, voire plus, sur le marketing pour vendre, pour faire connaître votre produit. C'est le principal quand on fait un business. Mais du coup, ça fait penser à quelque chose aussi, c'est la confusion entre marketing, commercial et communication. Parce que souvent, quand on entend le marketing digital, on pense tout de suite c'est Facebook. Et ben non, c'est Mhm. pas forcément ça. Du coup, qu'est-ce que tu entends par marketing en fait? Le marketing digital, pour moi, ça englobe absolument tous les canaux de marketing possibles sur Internet. Ça, comme je le disais, tu as l'email marketing, il y a les réseaux sociaux, il y a la publicité payante, il y a tout ce qui est content marketing, où là, on va créer du contenu pour justement que les gens découvrent ce contenu par eux-mêmes, qu'ils lisent le contenu, qu'ensuite il soit transformé en prospect. Ça englobe vraiment énormément de choses et c'est évidemment toute la complexité du sujet puisque il y a 15 ans, c'était facile de faire du marketing sur le web. Aujourd'hui, il faut vraiment maîtriser tous ces outils, tous ces canaux d'acquisition, mais pas uniquement les canaux d'acquisition, il faut aussi maîtriser toute la partie qui suit, donc la conversion, la rétention, etc. Étudier les analytics pour vraiment comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas, faire des tests A/B, faire du reciblage. Enfin, on en est aujourd'hui, c'est vraiment complexe et il faut que tout le marketing digital de votre entreprise soit en fait combiné, enfin travaille ensemble, mais travaille ensemble avec aussi justement tout ce qui est la communication derrière du business, parce que tout doit aller vraiment ensemble, main dans la main, pour que ça fonctionne. Il faut aussi évidemment, si par exemple vous avez une start-up, un produit, une application web ou ce genre de choses, il faut évidemment que la personne enfin, que les développeurs travaillent aussi main dans la main avec les marketeurs, parce que sinon ça peut pas aller. Il faut que tout fonctionne ensemble. Hmm.
Et justement, bah, du coup, l'Académie du Digital permet justement de s'initier à tout ça, d'avoir le bagage de connaissances. Parce que là, tu as parlé de certaines notions voilà, qui peuvent aller dans le jargon du marketing, le test A/B, etc. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas du chinois. Il suffit de s'y initier. Et voilà, bah, moi-même, je fais partie de l'Académie du Digital. Je suis les cours de l'Académie du Digital et c'est vrai que ça permet d'avoir cette intelligence du digital. Mais comme tu disais, aujourd'hui, on va pas parler plus que ça de l'Académie du Digital, parce qu'on pourrait faire des vidéos. Bah, déjà, t'en fais déjà tellement de vidéos C'est là-dessus. sûr. Donc, tu disais qu'aujourd'hui, voilà, t'en es arrivé là, mais il y a eu tout un parcours pour en arriver là. Et donc là, on est aujourd'hui, on dirait, on va dire à l'arrivée, même s'il y a encore plein de chemin à parcourir. C'était quoi Il y le a point de encore du départ en boulot, ouais. fait? Alors, le point de départ, ça a commencé, je dirais, quand mes parents m'ont offert un ordinateur quand j'avais 13 ans ou 14 ans, je sais plus exactement. Peut-être même avant, parce que j'avais eu un Atari ST en premier, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un vieil ordinateur, ça. Ensuite, j'ai eu un PC. Et ensuite, toute ma vie a un peu été chamboulée quand j'ai eu Internet pour Mhm. la première fois. Alors, on parle d'Internet avec les vieux modems, tout ça, Ouais, le ouais. bruit horrible pour ceux qui ont connu. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est incroyable les sites web, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Il faut que j'apprenne à créer un site web. Et à l'époque, il y avait vraiment aucune info. On parle de ça, on devait être en 96, 97, il y avait rien, c'était le Far West, hein. Oui. C'était incroyable. Et j'ai appris en fait à coder mon premier site web en étudiant le code source d'autres sites. Donc j'allais voir comment étaient faits les sites et j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait, le code HTML, tout ça, pour pouvoir faire le truc de mon côté. Et Waouh. bon, progressivement, j'ai appris évidemment des codes plus avancés. À l'époque, il y avait du Perl. Ensuite, il y a eu comment ça s'appelait, ASP. Euh, je sais plus si c'était ASP, c'était un truc dans le genre. Je crois que ça existe toujours d'ailleurs. Et ensuite, je suis passé à PHP dans les années 2000, qui est euh, qui est pour moi toujours un des langages les plus intéressants et les plus faciles à apprendre quand on est débutant, avec évidemment Ruby on Rails, etc. Alors, et pour en revenir un peu sur le sujet principal, donc j'ai appris tout seul, devant mon petit ordi, à coder, à apprendre à faire mon premier site web. Et à l'époque, j'étais un gros fan de jeux vidéo, comme tous les adolescents qui aiment les ordinateurs, je pense. Et j'adorais un jeu qui est c'était un jeu multijoueur en ligne. Alors, ça s'appelait Ultima Online et EverQuest. J'étais fan de ces deux jeux-là. Aujourd'hui, pour comparer, plus connu, ce serait World of Warcraft. Ce serait un peu le même style. C'était les précurseurs avant World of Warcraft. Et, euh, et à l'époque, il n'y avait pas de site francophone qui parlait de ces jeux. C'était vraiment j'étais obligé d'aller sur des sites anglais en permanence pour avoir des news. Et je me suis dit, et si je créais un site francophone qui parlait de ces jeux-là? Alors, en sachant qu'à l'époque, je parlais quasiment pas du tout anglais. Donc, tu as J'étais appris non seulement le code en allant directement les mains dans le cambouis, en fait, c'est-à-dire sans c'est tutoriel, ça. etc., en faisant des tests et tout ça. Et finalement, bah, l'anglais, pareil. C'est ça. J'ai appris l'anglais parce que il fallait que je traduise les sites de jeux vidéo qui parlaient des jeux vidéo que j'aimais et parce que ces jeux vidéo-là aussi étaient uniquement en anglais à cette époque. C'était pas traduit en français. Donc du coup, ouais, j'ai appris l'anglais grâce aux jeux vidéo. Super. Comme quoi? Ouais. Alors évidemment, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une entreprise à 18 ans parce que le site web qui parlait de ces jeux-là est devenu connu pour l'époque. Faut se remettre dans le contexte. On était dans la première bulle Internet. La publicité à l'époque rapportait beaucoup d'argent. Donc on avait un site qui était un peu connu. Alors évidemment, par rapport aux normes d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, pour qu'on considère qu'un site soit connu, il faut qu'il fasse, je dirais, 2 ou 3 millions de visiteurs uniques. À l'époque, on était plus, je pense, 100 000, 200 000, enfin je sais plus exactement. Mais pour l'époque, vu qu'il y avait beaucoup moins d'utilisateurs d'Internet, c'était beaucoup. Et du coup, on intéressait les publicitaires et la publicité nous rapportait pas mal d'argent. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma première entreprise. Alors évidemment, on a évolué. Faudrait imaginer peut-être, par comparaison, on était un peu un Melty, pour ceux qui connaissent Melty.fr, où finalement, au départ, on parlait de jeux vidéo, puis on s'est mis à parler de tous les jeux vidéo. Après, on a parlé aussi de cinéma, de sorties, de littérature. Enfin, on s'est mis à parler vraiment de plein de thématiques. Et du coup, ça nous a rapporté beaucoup d'argent.
au début, jusqu'à ce que la bulle Internet explose. Ok. Et la catastrophe, du jour au lendemain, on ne gagnait plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est vraiment, c'était juste incroyable. Donc personne savait quoi faire à cette époque. C'était, Donc, tu as vraiment euh, vécu, t'as vraiment vécu la bulle Internet, tu l'as prise ouais, en pleine en face, pleine quoi. face, ouais, en pleine D'accord, face. ok. C'était assez impressionnant à cette époque. Faut vraiment l'avoir vécu parce que d'un mois à l'autre, on gagnait beaucoup d'argent et le mois suivant, d'un seul coup, on gagnait plus rien, quoi. C'était incroyable. Et ça a continué les mois suivants. Donc Ouais. heureusement pour nous, on n'avait pas levé des millions, on n'avait pas 25 personnes qui bossaient pour nous, et du coup, on l'a vécu plus facilement. Par contre, évidemment, à cette époque-là, il y a 90% des boîtes qui avaient levé des fonds qui se sont écroulées, ce qui était un peu logique. Euh, bon, c'était une époque Mais, intéressante. mais du coup, j'imagine que tu as pu en retirer des enseignements très riches de cette expérience-là, quand même. Là, Ouais. qu'est-ce que enfin, si tu devais faire une rétrospective et que tu observais la situation de manière un peu neutre, qu'est-ce que tu retirerais comme expérience de cette phase-là, en fait? Alors, il y a deux choses. La première, c'est on n'avait pas vraiment de cash flow de côté, on avait quasiment rien, on dépensait quasiment tout ce qu'on gagnait tous les mois. Du coup, quand ça nous est arrivé, même si on n'avait pas beaucoup de dépenses, c'est devenu très compliqué parce qu'on Mhm, n'avait pas mis d'argent de côté. On aurait pu, mais on l'a pas fait. mhm. Et ça a été encore pire justement pour les boîtes qui avaient levé beaucoup d'argent, qui elles claquaient encore plus des fortunes et qui d'un seul coup, pareil, ne pouvaient plus ni lever d'argent ni faire suffisamment d'argent pour payer leurs employés, leurs bureaux, tout ça, etc. Et donc, premier enseignement, et ce qu'on fait aujourd'hui avec mes différentes boîtes, c'est que on se garde un pécule de côté. Chaque mois, on met de l'argent de côté pour justement, au cas où, on sait jamais ce qui peut se passer, plusieurs mauvais mois, des problèmes énormes. Enfin, on sait jamais ce qui peut se passer. Du coup, toujours garder un peu de cash de côté quand vous avez une entreprise. Enfin, quand vous commencez à faire de l'argent, parce qu'au début, évidemment, c'est pas toujours facile, Ouais. mais toujours garder un peu d'argent. Et pareil, si vous levez de l'argent, même si les investisseurs vont vouloir que vous justement investissiez, que vous dépensiez l'argent, il vaut mieux quand même garder pas mal de cash de côté pour au cas où, si vous n'arrivez pas à lever facilement plus d'argent, si vous avez des petits soucis, c'est plus facile mettons votre boîte, ça va pas du tout, c'est plus facile de pivoter s'il vous reste pas mal de cash et faire autre chose carrément que si vous avez plus de cash, vous êtes cuit, vous faites faillite et merci, au revoir. Ouais, c'est sûr. Ok. Et deuxième chose que j'ai appris, alors ça c'est vraiment avec le recul, à l'époque je pouvais pas le savoir, c'est que on a arrêté cette boîte. On a arrêté cette boîte parce qu'on gagnait plus d'argent, parce que c'était compliqué, parce que bon j'étais jeune à cette époque, j'avais 19-20 ans et j'avais vraiment aucun recul à ce niveau-là et j'ai préféré finalement me dire bon j'arrête, je ferai autre chose plus tard, c'est pas grave, je vais partir faire la fête, j'ai un peu d'argent de côté, c'est cool, la vie est belle. Mhm. Et avec le recul, les boîtes qui ont réussi à survivre à la crise, à la bulle Internet de cette époque, à l'explosion de cette bulle, sont devenus des gros trucs, où on réussit à se revendre pour beaucoup d'argent derrière. Et au final, nous, comme on dépensait pas beaucoup d'argent, on aurait pu potentiellement réussir à tenir. On aurait passé de très mauvais mois pendant, je sais pas, un an, mais ensuite, on aurait pu vraiment faire quelque chose d'énorme puisqu'on aurait été les premiers à faire ce genre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, si ça existait toujours, on aurait sûrement un site qui ferait 10 ou 15 millions de visiteurs uniques par mois. Et on se serait peut-être même aussi agrandi dans d'autres pays. Mais encore une fois, ça, c'est parce que j'ai du recul que je peux dire ça. À l'époque, c'était pas clair. Et Mhm. ça, c'est un truc vraiment important quand on est entrepreneur, c'est qu'on sait jamais si on prend la bonne décision ou la mauvaise décision. On peut jamais savoir, mais on est obligé de prendre des décisions. On peut pas rester bloqué. C'est quelque chose de très important. On est obligé de prendre des décisions. Tant pis, parfois elles sont mauvaises, mais il faut les prendre et il faut avancer. Il faut Mhm. jamais rester sur place. Et du coup, là, ce que j'entends, c'est que la persévérance, avec ton recul, aurait pu te permettre donc d'atteindre de nouvelles sphères. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place aujourd'hui de ton côté? C'est-à-dire que aujourd'hui, suite à cette expérience-là, tu vas pas, entre guillemets, abandonner en cours de route.
tu vas justement persévérer parce que tu sais que ça pourrait repartir plus tard si jamais tu fais face à une difficulté, par exemple. Alors, moi, justement, en fait, aussi, ça, c'est avec plus de recul. Euh, donc, j'ai plusieurs business, comme on l'a expliqué tout à l'heure. On est en train de lancer une autre startup aussi, dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Market.io, qui est vraiment une startup en mode SAS, SaaS. Donc, c'est un logiciel pour générer des prospects en ligne avec des pop-up. C'est vraiment, je vous invite à aller voir parce que, en plus, on documente en fait sur le blog comment on lance l'outil. On va expliquer les différentes étapes marketing qu'on utilise pour lancer tout ça, et ça peut servir d'apprentissage aussi. Et ce qu'on s'est dit justement quand on a lancé cette société, est-ce que on abandonne tout le reste et Oui. on se lance que là-dedans? C'est une question vraiment qu'on s'est posée. Mais évidemment, aujourd'hui, je vise le long terme. Quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, on se dit on veut réussir tout de suite. On veut que ça fonctionne dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent. Il faut qu'on devienne multimillionnaire super vite. Mhm. Mais en fait, euh, vous avez toute la vie pour devenir multimillionnaire, si c'est votre but. Vous avez toute la vie pour créer un business incroyable. Vous n'êtes pas obligé de le faire en un an. Euh, on voit évidemment à la télé beaucoup, genre réussite exceptionnelle, machin, tout ça. Genre incroyable entrepreneur qui vient de lancer quelque chose qui cartonne. Mais bien souvent, déjà toutes ces réussites, on ne le sait pas, mais peut-être que l'entrepreneur en question, même s'il a 20 ans, ça fait 8 ans qui fait des choses. C'est Il a vrai. peut-être commencé à créer son premier site à 12 ans, c'est possible, hein. Il y a eu des cas comme ça. On ne sait jamais à ce niveau-là. Et du coup, vous pouvez jamais deviner la somme de travail qu'il y a eu avant cette soi-disant réussite exceptionnelle du jour au lendemain. Et il y a aussi énormément d'entreprises en France et dans le monde où on parle jamais de réussite exceptionnelle du jour au lendemain, mais qui fonctionnent très très bien et qui augmentent petit à petit chaque année leur chiffre d'affaires encore et encore, qui sont pas forcément des grosses entreprises, mais des petites entreprises, mais qui fonctionnent, qui marchent très bien et mais qui font ça dans la durée. Ils travaillent, ils mettent les fondations, ensuite ça avance un petit peu, etc. Et aujourd'hui justement, j'ai plus cette façon de penser quand je crée des business, c'est je veux que ce soit là toujours dans 20 ans, dans 30 ans. Je me dis pas, je fais quelque chose et avec un peu de chance, je le revendrai dans 2 ans Mhm. ou dans 3 ans, quelques millions. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de créer des vraies entreprises, des vrais business qui vont durer dans le temps et qui vont justement permettre de rendre les gens qui vont bosser dedans, je veux qu'ils soient heureux, je veux que mes employés soient contents de venir bosser le matin, je veux que les gens qui utilisent nos outils ou qui apprennent avec nous soient contents d'avoir appris avec nous, qu'ils en retirent quelque chose. Et c'est un peu ma façon d'aider le monde à moi, c'est Mhm. que les gens arrivent à progresser avec ce qu'on fait et qu'ils soient contents de le faire. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, on a vraiment, là, on touche plus au milieu entrepreneurial, mais cette culture de la start-up où on veut aller très vite, très haut, très rapidement, et ensuite passer à autre chose. Il y a des gens qui enchaînent les start-up comme ça parce que c'est un peu leur état d'esprit. Et c'est vrai que finalement, dans cette démarche-là, ça arrive souvent que des startups se plantent. Il y a un taux d'échec qui est quand même assez Énorme. élevé, on n'en parle pas et ou peu. Alors que lorsqu'on a dans cet état d'esprit de persévérance, de patience, et c'est valable pour tout, là on est dans un contexte entrepreneurial de création d'entreprise, etc. Mais lorsqu'on prend du recul, comme tout à l'heure tu disais, tu prenais du recul, on peut extrapoler à plein de choses. On pourrait extrapoler à l'apprentissage d'un instrument de musique. Par exemple, Tout si à on fait. veut apprendre à faire un morceau de guitare, on peut l'apprendre tout de suite, ce morceau de guitare. Mais on peut aussi prendre le temps d'apprendre les bases et de construire petit à petit à mieux comprendre l'instrument. Pour les arts martiaux, c'est pareil. On peut apprendre à faire des trucs impressionnants rapidement, mais si on n'a pas consolidé les bases avant, ça va pas durer. Ce qui a été mon cas, par exemple. Et enfin voilà, je pense que même dans l'apprentissage, c'est valable aussi là-dedans. Si on va aller trop vite, eh ben, on risque plus facilement de se planter, alors que si on prend le temps de bien faire les choses avec de la persévérance et de la Mhm. méthode, et ben, du coup, on va aller plus loin. Alors justement, tu as parlé de persévérance et de méthode. Euh, Comme je l'ai dit, j'ai commencé à apprendre à coder. C'est un peu une passion, le code. Développer des sites web, pour moi, c'est un peu une passion que j'ai depuis donc mes 15 ans. Euh, et je continue de me former
quasiment tous les jours parce que ça évolue en permanence. Et je pense que c'est important, ne jamais penser qu'on sait absolument tout sur un sujet, de continuer à se former tout le temps. Et pour en revenir, parce que le sujet c'était un peu le fait d'être autodidacte, Mhm. euh, j'ai arrêté les cours, j'ai pas mon bac. Ça c'est quelque chose que peu de gens le savent. Ok. J'ai arrêté avant le bac pour justement créer ma boîte, tout ça, parce que je voyais aucun intérêt à continuer en fait dans la voie des études qui m'apportaient pas grand chose. Et j'ai jamais regretté. Alors je dis pas que c'est une solution pour tout le monde, hein, attention, Ouais. euh, attention. Moi j'étais un cas un peu particulier. J'ai jamais regretté. Par contre, j'adore apprendre, mais j'adore apprendre ce que je choisis d'apprendre. Et du coup, par exemple, tous les soirs, je lis quasiment. J'ai mon Kindle, je lis différents livres, que ce soit des livres sur le business évidemment, des livres parfois qui parlent de code aussi, ou des livres un peu développement personnel ou sur la nutrition, le sport, etc. Euh, Ça m'arrive de lire des romans, beaucoup plus rarement aujourd'hui, parce que je préfère justement apprendre quand je lis. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que tout au long de notre vie, on devrait chercher à apprendre plus de choses, mais à lire évidemment. Je parlais de lire, mais on peut aussi apprendre autrement. Moi, j'apprends énormément par des vidéos en ligne. C'est quelque chose qui marche très bien pour moi. Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent apprendre en lisant, d'autres qui préfèrent apprendre en écoutant des podcasts. Ça dépend un peu de votre style de personnalité, etc. Et par exemple, pour coder, j'apprends beaucoup en regardant des vidéos, pour le marketing en ligne aussi. Et je trouve que c'est un médium vraiment efficace. Parce que justement, on peut voir l'écran, ce que fait la personne, elle explique en même temps, etc. Et je pense que c'est même sûrement plus efficace que d'avoir une formation qui dure par exemple une journée avec le prof qui explique des choses. Parce que finalement, pendant la journée, par moment, vous allez avoir des petits coups de barre, vous n'allez pas vraiment expliquer ce que dit le prof à ce moment-là, ou alors vous n'avez pas pris les notes au bon moment. Et justement, en vidéo, vous pouvez faire ça quand vous êtes prêt à apprendre. Vous vous dites, là maintenant j'ai un peu de temps, je me mets devant et je suis à fond dans ce que je fais. Et être focus, justement, c'est vraiment très important parce que ça va mieux rentrer et vous allez apprendre plus facilement. Et tout au long de ma vie, j'ai appris grâce à Internet, grâce à des livres. C'est vraiment, j'ai jamais arrêté. Et comme je l'ai dit, j'ai appris l'anglais avec les jeux vidéo quand j'étais petit, Ouais. mais aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue. Je lis des magazines de business, je regarde des vidéos en anglais pour me former, etc. Et tout ça, ça s'est fait naturellement. C'est quelque chose. C'est comme l'apprentissage au code, ça a jamais été quelque chose où je me suis dit c'est compliqué. Tout ça, je Mhm. l'ai fait naturellement parce que je voulais, je voulais vraiment apprendre cette chose-là. Quand on est à l'école et qu'on vous force à apprendre, je sais pas, de la trigonométrie ou ce genre de choses, soit vous aimez ça, soit vous détestez ça. Et si vous détestez ça, vous apprendrez, ça rentrera jamais. Et vous allez vous sentir en échec scolaire. Et je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire au niveau de l'éducation, retravailler un peu comment les enfants apprennent, peut-être leur permettre d'apprendre ce vers quoi ils sont le plus attirés et beaucoup moins le reste. Mais ça, je pense que c'est un vaste sujet qui méritera une Et, autre vidéo. et ben, tu sais, c'est marrant que tu te dises ça parce que il y a plus tôt aujourd'hui, j'ai fait Mm. l'interview de Nathanaël Ramos, peut-être que tu connais, Ouais, qui portait là-dessus justement parce que sa fille fait partie d'une école de Crowley justement où la d'accord, méthodologie de l'apprentissage repart des enfants, de leur curiosité, de sur ce d'accord. quoi ils ont envie d'apprendre, pour ensuite amorcer les concepts qui est du coup orienté vers un sujet qui les intéresse. Du coup, c'est marrant que juste après, là, on parle de Ouais, ça alors que on s'est pas du tout briefé, hein. C'est un peu improvisé comme vidéo. Et c'est marrant que tu as le même message finalement. Et bah, c'est top parce que moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le fait que lorsqu'on part de quelque chose que l'on aime, eh ben, ce n'est pas laborieux. Ça demande pas c'est d'effort. ça. Et aussi on devient plus patient et persévérant finalement. Parce que lorsqu'on est dans de la labeur, dans du travail justement, parce que travail à l'origine ça vient de tripalium qui est un instrument de torture. Euh, donc lorsqu'on est là-dedans, finalement, bah, ça nous demande beaucoup de force de volonté, on s'épuise, et du coup, bah, c'est démotivant, on est aigri, etc. Alors que lorsque l'on est dans la passion,
Du coup, on aime avancer par palier. Et moi, j'aime beaucoup, tout à l'heure tu parlais de jeux vidéo, j'aime beaucoup la gamification finalement, où on a des niveaux, des strates qu'on fait, on sent qu'on progresse. Donc, bah, par exemple, bah, pour Mhm. le code, c'est que bah, j'arrive à faire ça, voilà, j'ai passé une étape, j'ai passé un palier là. Et ensuite, j'arrive à faire quelque chose d'encore plus complexe, et ben je passe encore un autre palier. Et je trouve ça super intéressant d'arriver à compiler tout ça finalement. Ouais, ouais, ouais. Et justement, le code, il y a un côté très, t- comment dire, qui apporte énormément rapidement. Parce que dès qu'on arrive à faire un petit quelque chose, ça va apparaître sur votre écran. Et ça a ce côté, euh, tout de suite, vous réussissez quelque chose. Et Mhm. à chaque fois que vous réussissez quelque chose, forcément, vous êtes content et vous vous dites c'est génial, j'apprends. Et je pense que justement, le code, ça pourrait être quelque chose de très intéressant à apprendre aux enfants assez tôt. Alors évidemment, pas du code trop compliqué, mais les concepts de base avec un langage assez simple. Et je pense que ça leur permettrait d'apprendre à penser d'une façon un peu comme un développeur, qui est souvent très intéressante parce que on va choisir des solutions très particulières pour résoudre des problèmes assez complexes et on a une façon de penser qui est très différente quand on a été développeur que quelqu'un qui n'a jamais codé, Mhm. à mon avis personnel en tout cas. Non, c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je crois il y a un lobbying qui se met en place, positif bien entendu, hein, justement sur Mhm. l'introduction de ça, notamment Simplon.co qui est beaucoup en faveur de ces initiatives-là. Et ce qui est intéressant, comme tu dis, quand on est dans le code, c'est déjà on fait face à plein de problèmes parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas et on doit trouver des solutions, on teste, on se plante, mais on continue quand même. Et ça, justement, on parlait de persévérance, bah, on est obligé d'être persévérant si on veut réussir à coder un truc. Et surtout, ça motive à l'entraide aussi, parce que quand tu sais pas quelque chose, et ben, du coup, tu vas demander à ton camarade ou ta camarade, bah, est-ce que tu sais, je Mhm. suis bloqué là, est-ce que tu as une idée? Ah bah non, et du coup, au lieu d'être dans le ah non, il faut pas copier, il faut limite mettre, je me rappelle encore les bouquins, les classeurs là pour pas copier. C'est pour s'isoler un maximum. Au contraire, on va être plus Mhm. dans l'ouverture, dans le collectif, dans la collaboration. C'est ça. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat finalement, parce que souvent on voit on a cette image de la compétition, la concurrence lorsqu'on est entre guillemets dans le business, alors que c'est aussi un lieu de collaboration, de partenariat, d'entraide. Voilà, on fait des vidéos, on s'entraide, je sais pas, j'ai une question sur un outil, j'ai une réponse Mhm. grâce à un collègue, etc. Et je trouve que cet état d'esprit appliqué à l'apprentissage est hyper puissant, surtout quand c'est appliqué à un projet où ça devient concret, justement. Tu parlais de quelque chose qui motive, c'est bah déjà quand on aime ce que l'on fait, mais en plus, c'est quand on voit, comme tu disais, hein, que ça se concrétise, que ça se matérialise, et pour cela, bah, Mhm. généralement, c'est bien d'avoir une approche projet, et c'est pour ça que c'est comme ça que j'apprends également de mon côté. Alors, j'aimerais ajouter un petit quelque chose sur le côté passion et persévérance. Euh, Quand on fait quelque chose qui nous passionne, on bosse évidemment bien mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la passion, c'est comme dans un couple, c'est pas toujours éternel. Et on peut être passionné par un projet, vraiment de façon incroyable, pendant quelques mois, voire quelques années, soyons fous. Mais il y a un moment, vous allez avoir parfois une espèce de lassitude, même pour un projet passionnant qui se Mhm. développe, etc. Et c'est là où la persévérance est très importante. Parce qu'on peut ne plus être passionné à 100% par quelque chose. Par contre, si on met, comment dire, pas des concepts, mais des routines, je dirais ça comme ça. Mhm. Si on s'astreint à faire certaines choses à certains moments, même pour le boulot, même quand parfois on n'est pas ultra motivé, et qu'on continue d'avancer, même quand parfois on atteint des paliers où on n'est pas super motivé, pas super passionné, si on arrive à passer ces paliers, souvent, ça repart encore plus fort. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu dans mes différents business. C'est presque toujours arrivé. Au départ, j'étais passionné vraiment à 100% pendant, je pense, 1 an, 2 ans, où vraiment je suis capable de bosser 7 jours sur 7, quasiment comme un fou, jamais m'arrêter. Puis il y a un moment où j'atteins un espèce de palier.
où j'ai plus la même motivation, où je me dis, ah, bon, le week-end, je vais peut-être arrêter de bosser. Il y a un moment, faut se calmer, faut profiter un peu de la vie. Et ou alors, parfois, même en semaine, d'un seul coup, je vais avoir un petit burn-out, un mini burn-out où j'ai pas envie de bosser d'une journée, etc. Et ça arrive. Faut le savoir, c'est quasiment impossible de rester motivé sur le très long terme, non-stop, tout le temps. Quand on est entrepreneur, c'est juste pas possible. Le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai tendance à faire beaucoup plus attention à ma santé que quand j'étais plus jeune, justement pour être capable de tenir sur le long terme. Maintenant, je considère que c'est plus un sprint quand je crée une boîte, c'est un marathon. Et pour faire un marathon, eh bien, on fait très attention à son corps, à sa nutrition, à tous les éléments qui vont nous permettre de tenir dans le temps et de rester motivé, même quand on n'est plus motivé. Alors, je sais pas si tu as déjà fait un marathon, mais je sais qu'au bout d'un certain nombre de kilomètres, on a juste envie d'arrêter, on a juste envie de pleurer et de se mettre dans un coin. Mais Mais non, on continue quand même, on va jusqu'au bout des choses et c'est pareil pour moi l'entrepreneuriat. Il y a des moments qui sont très très durs, très compliqués, mais il faut continuer. Et même si votre boîte se plante, ça arrive, ça arrivait à quasiment tous les grands entrepreneurs que je connais. Si votre boîte se plante, c'est pas grave, vous pouvez continuer quand même. C'est pas le marathon final, c'était juste cette boîte-là qui s'est plantée. Vous avez appris plein de choses. Et au contraire, maintenant, vous êtes encore mieux armé pour continuer. Ouais, exactement. Et finalement, ça fait partie de l'apprentissage, tout ça. Je crois que c'est Branson qui disait ça, que finalement, l'échec est la plus grande source d'inspiration que l'on pourrait avoir. Parce que ça veut dire que l'on a osé, que l'on a persévéré, que l'on a poussé au maximum ce qu'on croit en croyer. Et du coup, bah, sur tout ce parcours-là, on aura plein d'enseignements qui vont nous être utiles pour le prochain projet, ce qui t'est arrivé en fait, finalement, parce que du coup, tu C'est ça. disais que tu as eu cette boîte pendant quelques années, il y a eu la bulle, tu as fait certaines choses et tu n'as pas fait certaines choses, et aujourd'hui, avec ton recul, bah, tu sais que ça a changé ta manière d'entreprendre pour Tout à trouver fait. quelque chose qui te convient mieux aujourd'hui. Donc, c'est Mais bien. faut pas hésiter aussi, justement, je reviens sur ce que je disais, la persévérance pour réussir, c'est une chose, mais parfois il faut aussi se rendre à l'évidence qu'une boîte ne fonctionne pas, que c'est pas la bonne idée. Et souvent les entrepreneurs parlent de pivot, où vraiment si ça fonctionne pas, bah, soyons fous, changeons les choses, faisons autre chose, allons interviewer des gens pour voir de quoi ils ont vraiment envie, essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on pourrait créer qui fonctionne. C'est euh, c'est vraiment, faut toujours avancer, toujours. C'est pas grave si on se plante parfois, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça, mais il faut continuer d'avancer. Mm. Donc, persévérer, quitte à pivoter et s'adapter. C'est ça. Ok, Et évidemment, apprendre tout le temps. oui. Ok, super Olivier. Bah, je crois que là, on a couvert pas mal de sujets sur l'autodidaxie, l'entrepreneuriat, l'apprentissage, l'éducation aussi. Mhm. Et bah, je te remercie beaucoup pour tout ça, pour avoir parlé de ton parcours, pour avoir partagé toutes tes expériences de vie. Est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu aimerais nous transmettre dans cette interview? De pas hésiter à justement entreprendre. Si des gens voient ça et qui sont salariés, qu'ils hésitent un petit peu ou ce genre de choses, ne pas hésiter. C'est pas grave, même si vous plantez, essayez d'entreprendre, ça va vous donner une autre vision du monde, quelque chose de vraiment qu'on peut pas même soupçonner quand on est salarié, de faire quelque chose et de tenter de faire quelque chose qui vous passionne, tout Oui. simplement. Alors peut-être que votre boulot vous passionne, c'est possible. Il y a des gens dont le travail leur passionne, même en étant salarié. J'en connais. Mais encore une fois, la plupart des gens, c'est pas le cas. Donc pourquoi ne pas tenter de faire quelque chose? Vous avez une seule vie, donc tentez le coup. Même si vous plantez au bout de 2 ans, bah, vous reviendrez salarié au bout de 2 ans, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez fait quelque chose. Vous aurez tenté de faire quelque chose d'incroyable et peut-être que vous allez vous rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est votre passion, c'est votre vie. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti de la première entreprise que j'ai créée et j'ai jamais stoppé d'entreprendre depuis. Et j'invite tout le monde donc à tenter.
Super. Bah, merci beaucoup pour ce message, d'autant plus que entreprendre est l'une des meilleures manières d'apprendre également, comme tu expliquais. Et C'est bah, ça. voilà, lancez-vous. Et pour aller plus loin, bah, vous pouvez voir ce que fait Olivier sur l'Académie du Digital ou sur Mhm. Markit.io. Si vous êtes intéressé par les thématiques liées à l'apprentissage, bah, nous organisons le 28 janvier 2017 des conférences sur l'apprentissage justement à la Sorbonne sur Paris. Donc voilà, on vous met les liens en dessous, comme ça en dessous de la vidéo, comme ça vous avez plus d'informations si vous voulez aller plus loin. Donc merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à tous pour avoir suivi cette vidéo et bah, je vous dis à très bientôt.